Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Jean-Christophe Morin. Pour m'aider dans ma vidéo, j'ai pris contact avec la sœur de Jean-Christophe, Adeline, et je la remercie énormément pour la confiance qu'elle m'a apportée et toute l'aide qu'elle a pu m'apporter sur cette disparition. Merci beaucoup et je lui souhaite encore énormément de courage. Sur cette vidéo, je suis en collaboration avec la chaîne Nini 911 et je la remercie énormément pour son travail. Nous tenions à faire cette vidéo à deux car il faut énormément médiatiser cette disparition pour que Jean-Christophe Morin ne soit pas oublié. Jean-Christophe s'est évaporé lors d'un festival électro au Fort de Tamier en Savoie, le 10 septembre 2011, à l'âge de 22 ans. Jean-Christophe est né le 27 mars 1989, en région parisienne. Il est décrit par ses proches comme une personne agréable, attentif, proche de sa famille et de ses amis, aimant le contact avec les gens. Il décida de venir habiter en Savoie suite à quelques bêtises et pour trouver du travail en tant que saisonnier. Il habitera un temps chez sa sœur. Mais la cohabitation ne s'est pas passée comme prévu. Jean-Christophe ne travaillait pas, il sortait beaucoup. Donc, ils décideront que Jean-Christophe devait partir. Une de ses meilleures amies dira qu'il était plein d'énergie, toujours souriant, aimant beaucoup faire la fête avec ses copains, profiter de la vie tout simplement. En septembre 2011, Jean-Christophe et un de ses meilleurs amis décident d'aller à un festival de musique au Fort de Tamier, en Savoie. Ils s'y rendent en stop, la camionnette de Jean-Christophe étant en panne. Le soir du festival, une personne était à l'entrée du fort. Il a vu Jean-Christophe sortir dans un état de panique et qui disait que quelqu'un lui en voulait. Cette personne a voulu le calmer en lui mettant la main sur le bras. Jean-Christophe l'a repoussé et il est parti en courant. Comme le dira sa sœur, quand on est sur place, partir en courant, il n'y a que la forêt autour. Qui en voulait à Jean-Christophe ? Que s'est-il passé pendant ce festival ? Pourquoi avait-il aussi peur ? Malheureusement, ce soir-là, c'est la dernière fois qu'on vit Jean-Christophe. Jean-Christophe était considéré comme un marginal, comme une personne qui faisait souvent la fête. Donc les enquêteurs n'ont pas pris sa disparition au sérieux. Sa disparition était quelque chose de banal. C'est des chasseurs ou des randonneurs qui trouveront peut-être Jean-Christophe contre un arbre, mort d'hypothermie, ou des ossements. Voilà ce que déclareront les enquêteurs à la famille. Donc maintenant, on n'a plus le droit de faire la fête, on n'a plus le droit de rien faire du tout en fait, sachant que quand même ce festival est là pour faire la fête, pour tout oublier et tout. Enfin bon, comme font beaucoup de jeunes. Donc si tu disparais, tu peux dire adieu aux recherches, parce qu'apparemment les enquêteurs, c'est banal pour eux. C'est scandaleux. Pour les enquêteurs, il aurait pris de la drogue et serait mort d'hypothermie au pied d'un arbre. Jean-Christophe aimait ces lieux de fête. Cela lui permettait de s'évader et de ne pas penser à un avenir incertain. Il pouvait aussi s'y abandonner en confiance. Donc alors, à chaque fois qu'on va dans les fêtes, en fin de compte, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, à chaque fois on est traité de drogué. C'est quand même quelque chose, ça. Quelle est la preuve que Jean-Christophe a pris de la drogue ? Il faut arrêter un petit peu. Ça, c'est vraiment... on met en fin de compte les personnes dans les cases. Alors, il était marginal, ensuite il aimait faire la fête, donc forcément, il était drogué. Bravo. Bravo. Non, mais sincèrement, bravo. Je n'ose imaginer ce que la famille a pu ressentir avec des enquêteurs pareils. Je suis pas là pour critiquer les enquêteurs, mais là, il n'y a même pas de mots pour qualifier comment ils ont été traités et comment Jean-Christophe a été traité. Quelle est la preuve qu'il prenait de la drogue ? Quelle est la preuve qu'il était comme ça ou comme ci ? Je veux dire, là, on parle d'un être humain qui a disparu. Ils devraient simplement se baser là-dessus. C'est un être humain, bon sang. Et c'est leur métier. Donc cherchez cette personne. Mais le futur de Jean-Christophe s'est volatilisé ce soir-là. Sa grande sœur, Adeline, ainsi que sa famille, recherchent Jean-Christophe sans relâche. La camionnette de Jean-Christophe n'a jamais été réquisitionnée
par les enquêteurs. Ni mise de côté, juste des tests ADN ont été prélevés. Mais malheureusement, cela ne suffit pas. Je me demande si c'était pas là ou si c'est juste après. Mais je crois que c'était là. Donc là, on a du mal à imaginer parce que la végétation, elle a repris ses droits. Mais il y avait sa petite camionnette par là et puis il y en avait une autre à côté. Il avait fait ce choix d'acheter un camion qui roulait plus et puis de l'aménager. C'était son petit coin à lui. Et il y avait une ou deux autres personnes qui étaient à proximité. Donc c'était un petit peu leur communauté. Les 2 premiers mois, des recherches sont effectuées. Hélicoptères battus. Le problème, c'est qu'après, il n'y aura plus rien. En 2012, le père de Jean-Christophe retourne au fort avec sa famille et quelques bénévoles pour mettre des affiches, pour réveiller les souvenirs des personnes qui auraient été là l'année d'avant. Mon papa a fait un truc génial. Il a ramené une grande barnum en se disant les gens qui sont venus l'année dernière, ils vont revenir cette année et peut-être qu'ils l'auront vu, peut-être qu'ils savent où il est, quoi. Ces 2 semaines après, il découvre qu'une autre personne a disparu. Ahmed Amadou, 45 ans, de Chambéry, disparu le 8 septembre 2012. Ahmed était parti avec un ami à ce festival. Il aurait quitté le festival suite à une altercation avec un vigile. Ahmed a disparu juste derrière le stand que la famille de Jean-Christophe avait installé. Il y a une route derrière. Ahmed avait l'habitude de faire du stop. C'était une personne agréable qui faisait confiance facilement. Quand la sœur d'Ahmed a déclaré la disparition de son frère à la gendarmerie, les gendarmes lui ont répondu « Il est majeur, il a le droit de disparaître ». Mais sa sœur était persuadée qu'il était arrivé quelque chose de très grave à son frère. Elle a été prise pour une folle par les enquêteurs. Comme elle le déclara, on se sent vraiment seul et on ne comprend rien. Tu le voyais souvent, Ahmed? Par moments, il m'invitait à manger ou prendre un café avec lui. Et il aimait bien nous faire rire, alors c'était agréable, quoi, de le voir, parce que ça nous remontait le moral. Et puis il était rigolo, il aimait bien nous faire le comédien, donc du coup, c'est sûr que ça nous manque aussi, ces moments-là. Je viens, oui, souvent me recueillir devant son appartement. C'est toujours dans l'espoir de le voir aussi. Je me dis, je sais que c'est impossible, parce que je me suis fait une raison depuis le début, mais je me dis, bon, voilà, au moins, je passe par là, au moins, je pense encore à lui, toujours, quoi. J'avais ce pressentiment, ce côté fusionnel là, qui fait que je sentais quelque chose de pas bien. Et après, 5 jours après, un copain, mon frère, m'a appelé pour me dire voilà, qu'il est parti à la soirée du Fort du Tamier avec un copain, que le copain est revenu sans lui, qu'il lui a expliqué que le copain a eu une bagarre avec les vigiles, qu'il aurait perdu Ahmed, et qu'après, il a dit qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je ne comprenais rien du tout. Je me disais, mais... Et en plus, quand j'ai été faire le signalement de disparition, la dame me prenait pour une folle quand je disais que, voilà, je suis sûre qu'on a assassiné mon frère. Eh ben, elle me prenait pour une folle. Là, on se sent vraiment, mais on se dit, on se retrouve complètement tout seul et on n'y comprend plus rien. Moi,
j'en veux aux enquêteurs qui m'ont dit que voilà, c'est une disparition, rentrez chez vous, voilà, bon, que les adultes ont le droit de disparaître, donc voilà, voilà, et ils s'arrêtaient là, quoi. Adeline et Farida se sont regroupés pour chercher leur frère. Le père de Jean-Christophe, Daniel, pensait qu'il était parti pour son travail, car Jean-Christophe avait déjà travaillé à l'étranger, dans 2 familles. Mais malheureusement, plus le temps passait, plus il se disait que ce n'était pas ça. Le dernier appel qu'il a eu de son fils était pour la fête des pères. Daniel, son père, est malheureusement persuadé qu'à présent son fils est décédé. Mais pourtant, suite à son groupe qu'il a créé sur Facebook pour son fils, dès qu'une personne le contacte, il va voir cette information. Une lueur encore d'espoir de revoir son fils et de surtout avoir des réponses. Une personne aurait contacté Daniel. Il aurait vu Jean-Christophe à Bergerac. Il déclara « L'homme que j'ai rencontré lui ressemble. Il a les cheveux bruns et vit dans un camion qu'il a aménagé. » Mais malheureusement, Daniel aura une fois de plus une déception. Ce n'était pas son fils. Adeline aura elle aussi eu plusieurs appels de médiums qui auront des informations sur son frère. L'un d'eux serait où se trouve Jean-Christophe. Le corps de Jean-Christophe est à un endroit dans la forêt. Étant désespérée, Adeline a envie d'y croire, même si elle a un esprit cartésien. Elle s'est rendue sur place avec ce médium pour chercher ses ossements. Ils n'ont rien trouvé. La famille de Jean-Christophe et d'Ahmed pense que les 2 disparitions, à 1 an d'intervalle, ne peuvent pas être juste des coïncidences. Les 2 hommes se sont littéralement volatilisés, dans des circonstances aux similitudes troublantes. Que s'est-il passé ces nuits-là? Ces 2 disparitions ne semblent émouvoir personne. Quand Ahmed a disparu, son frère Mustapha, déjà fragilisé au niveau de sa santé, n'a pas supporté la disparition de son frère. Il était extrêmement proche de lui. Mustapha a été assassiné 2 ans après la disparition de son frère. Il a reçu plusieurs coups de couteau dans un parc proche de Chambéry par un jeune juste pour une cigarette. Le jeune dira qu'il a eu une pulsion. Il voulait l'assassiner. Un drame immense pour cette famille. Farida, leur sœur, est effondrée, anéantie par ces 2 drames. Sa santé étant très fragilisée, elle ne peut plus travailler. Mais elle déclarera, tant qu'elle sera vivante, elle ne lâchera pas Ahmed. Le meurtrier de Mustapha a été jugé. En octobre 2020, des ossements d'Ahmed ont été retrouvés par des chasseurs. Suite à cette découverte, la justice rouvre l'enquête à la demande de la cellule Ariane sur la piste de Nordal Lelandais, déjà mis en examen dans l'affaire de Maëlys et de Arthur Noyer, car plusieurs éléments lient Nordal aux 2 hommes. Le premier élément, c'est une vidéo datant du festival de 2012. Sur cette vidéo, la silhouette d'un homme interpelle. Cet homme porte ensuite un capuche qui a la même forme de visage et la même coupe de cheveux que Nordal. Cet homme porte des lunettes de soleil. Et le plus troublant, une chevalière à la main droite similaire à celle que porte Nordal sur plusieurs photos qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Le deuxième élément, c'est que le festival est réputé pour la consommation de stupéfiants et il y a de fortes chances que Nordal y soit passé, car il était impliqué dans plusieurs petits trafics de stupéfiants. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'était invité au mariage où se trouvait la petite Maëlys en août 2017. Le troisième élément, la zone est connue par Nordal. C'est à proximité de lieux qu'il connaît bien. Domsin, où se trouve le domicile familial, Chambéry, où il a vécu quelque temps en appartement, le massif des Bauges, où le crâne d'Arthur Noyer a été trouvé,
et les gorges de Chaille où il a laissé le corps de Maëlys. Dernier élément qui est qu'un détail, la sœur de Jean-Christophe avait rencontré le frère de Nordal après la disparition de son frère, quand elle travaillait dans une association qui venait en aide aux personnes qui avaient des difficultés. Elle avait à ce moment-là aidé le frère de Nordal dans les recherches d'emploi et elle l'avait revu quelque temps plus tard lors d'une soirée de saisonniers. C'est possible que ce soit une coïncidence, comme elle l'a dit, mais ça l'a quand même perturbée. Je vous relaisse avec Cana pour la suite. Merci Lily. Je reprends ce que Lily vient de nous dire en vous mettant la vidéo. Je vais vous mettre 2 vidéos. La première, c'est le papa de Jean-Christophe, Daniel, qui l'a faite en faisant ses recherches. Donc effectivement, on voit bien un homme ressemblant à Lelandais. Donc il l'a mis sur son compte Facebook. Donc on ne sait pas, en fin de compte, c'est quand même pas à la famille de savoir si oui ou non c'est Lelandais. Il faudrait que les enquêteurs fassent leurs recherches, surtout avec les moyens qu'ils ont. Donc je vous mets cette vidéo-là, ainsi que les photos, pour bien vous montrer qu'effectivement il y a beaucoup de similitudes. Et après, la deuxième vidéo, c'est tout simplement une vidéo qui a été faite en 2012, donc l'année où Ahmed a disparu. Donc c'est pour vous montrer en fin de compte ce qui se passe dans ces festivals-là. En fin de compte, c'est un festival de musique où les jeunes s'amusent et les moins jeunes. Donc, et puis à la fin de cette vidéo, effectivement, vous retombez sur la vidéo de Daniel. Donc après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même bien troublant. Attention, une chose qu'il faut préciser, cette vidéo date de 2012. Lelandais a été arrêté en 2017. Donc il a vieilli, il a peut-être grossi, il a peut-être maigri, enfin bon, on s'en fiche de sa vie, mais c'est quand même pour vous dire que bon, voilà, il a pu changer d'apparence, voilà, c'est tout simplement ça. Mais malheureusement, la justice n'en fera rien. Le juge considérera qu'il n'y a aucune certitude. Et pourtant, il y aura beaucoup de similitudes. D'après le cousin d'Ahmed, Lelandais et Ahmed se connaissaient. Lelandais vivait à 80 km du fort. Il y a aussi, comme vous l'a précisé Lily, la sœur de Jean-Christophe, Adeline, a connu le frère de Lelandais. Je tiens à préciser une chose, et je pense que c'est important, depuis l'arrestation de Lelandais, il n'y a plus eu de disparition au fort de Tamier. Est-ce une coïncidence? La piste devrait être sérieusement envisagée et que l'enquête avance pour que les familles sachent enfin la vérité. Des fouilles devraient être de nouveau envisagées aussi. Il faut préciser une chose, Lelandais était amateur de musique électronique. Se trouvait-il à cet endroit? Sa présence, malgré une vidéo, n'a pas pu être déterminée à 100%. Comment ne pas penser qu'il y ait beaucoup de points communs et que 2 disparitions à 1 an d'intervalle n'inquiètent pas plus les autorités? L'enquête sera de nouveau ouverte suite à l'ouverture de la cellule Ariane. On demandera aux familles d'attendre le déroulement de l'enquête. C'est alors qu'un nouveau personnage vient radicalement changer la donne. Tout commence dans cette salle de pont de Beauvoisin dans l'Isère. En pleine fête de mariage, Maëlys, 8 ans, disparaît. Très vite, les enquêteurs soupçonnent l'un des convives, Nordal Lelandais, un ancien maître chien à la personnalité instable. L'homme nie toute implication, jusqu'à une découverte accablante. Des traces de sang de la fillette sont retrouvées dans sa voiture. Il a été mis en examen pour meurtre, mais depuis 3 mois, il nie toute implication. Nordal Lelandais est-il lié à une autre disparition? Il n'était pas cette fois question de la disparition de Maëlys, mais de celle d'un jeune militaire de 24 ans, Arthur Noyer, disparu dans la nuit du 11 au 12 avril dernier à Chambéry. Nordal Lelandais a vite mis toute la France en émoi. Après ses aveux des meurtres de Maëlys et Arthur Noyer début 2018, pourrait-il être un tueur en série? C'est ce qu'avance la presse qui s'est précipitée dans les Alpes pour couvrir l'affaire.
En creusant, les journalistes ont découvert de nombreuses disparitions non élucidées dans la région. Les cas de Jean-Christophe et Ahmed les intriguent tout particulièrement. Les familles sont stupéfiées de voir débarquer dans leur vie le tueur le plus médiatique du moment. Quand on me contacte par rapport à Lelandais, au début, j'y crois pas. Je me dis que c'est les journalistes qui montent tout ça en épingle et qui ont besoin de se faire du sensationnel. Mais je me dis que c'est l'occasion de parler de Jean-Christophe, donc moi, il n'y a pas de problème. J'ai répondu à tout le monde, tout le monde. Adeline n'a jamais cessé d'avoir des doutes. Mais l'histoire s'est arrêtée là il y a 6 ans. Jusqu'à l'affaire Lelandais. On parlait d'une disparition il y a 6 ans en arrière où Jean-Christophe s'était peut-être fait mal et maintenant on nous parle de peut-être il y a un meurtrier dans l'histoire. Et ouais, ça me perturbe, clairement. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Longtemps laissées dans l'ombre, Adeline et Faïda se retrouvent tout à coup sur la scène médiatique. Elles s'interrogent sur la possibilité que leur frère ait pu croiser la route de Nordal Lelandais. Au départ, je pensais que Nordal Lelandais, il habite pas loin à Pont-de-Voisin. Donc je me suis dit, même si ça se trouve en stop, il a dû faire sa connaissance ou dans un bar ou autre, à Pont-de-Voisin. Et j'avais pensé justement qu'il se peut que mon frère l'ait côtoyé. Quand cette journaliste m'appelle et me dit Lelandais, machin, je parle avec elle et au lieu de dire Nordal, je dis Sven. Et la journaliste au téléphone me dit non, mais moi je vous parle de Nordal, je vous parle pas de Sven, son frère. Puis dans ma tête, je me dis mais pourquoi j'ai Sven qui me vient en tête comme ça, je tape sur internet et là je vois sa tête, je me dis ah ouais, il est venu me rencontrer, je l'ai aidé à trouver du travail, c'est là où ça a fait là. Et c'est là où dans ma tête ça s'est écroulé et je me suis dit mon Dieu, quelle horreur, c'est pas possible. Là il y a un truc. Encore une coïncidence? L'enquête a réellement commencé suite au lien fait par la cellule Ariane, au niveau de Lelandais, et au fait que la famille de Jean-Christophe ont enfin une avocate qui leur a fait porter plainte pour enlèvement et séquestration contre X. Malheureusement, les rencontres avec les juges sont rares. Ils ne sont pas tenus au courant de l'avancée de l'enquête. Lelandais qui vous a reçu? Alors ça, moi, je ne m'en suis pas occupée. Ce que je sais, c'est que c'est la juge qui s'occupe de Jean-Christophe. Et ce qu'elle nous a bien dit, c'est que Lelandais n'est pas une fin en soi et qu'il y a énormément de pistes à travailler. Et vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant cette soirée. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comprendre ce qui s'est passé. Après, ça ne se résumera pas à un individu. Donc, je crois que la juge, ce qu'elle est en train de faire, c'est de reconstituer tous les morceaux du puzzle et de remettre vraiment les acteurs à leur place et de reprendre l'affaire, qui a quand même été classée. Alors là, moi, j'ai été choquée d'apprendre que le dossier pouvait être classé en 2014, mais on s'en fiche. À l'heure d'aujourd'hui, tout est repris et c'est tout ce qui compte. Ça vous rassure par rapport à tout ce que vous avez vécu ces dernières années ou là c'était un peu le néant? Complètement. C'est une vraie considération. C'est la première fois qu'on a un rendez-vous au nom de Jean-Christophe Morin dans le cadre de... Et c'est énorme. C'est une vraie reconnaissance pour lui et il disparaîtra pas comme ça dans la nature. Je suis désolée, ça va être trop pour moi par contre. Très bien. Alors, en tant qu'avocat. Je vous encourage d'aller voir le reportage qui se trouve sur YouTube, Disparition de Arte. Cela parle bien sûr de la disparition de Ahmed et Jean-Christophe. C'est pour ne pas qu'ils soient oubliés et c'est vraiment un reportage très bien fait et très poignant. Pour les 10 ans de la disparition de Jean-Christophe et les 9 ans pour Ahmed, une plaque commémorative a été déposée le 11 septembre 2021 au fort de Tamier. Un très bel hommage pour Jean-Christophe et Ahmed, pour que ces disparitions ne restent pas inexpliquées. Si vous voulez soutenir la famille de Jean-Christophe ainsi que la famille d'Ahmed, ils ont créé une association Les Disparus du fort de Tamier. Adeline tente, elle, de retrouver de l'apaisement en travaillant auprès des jeunes en difficulté. Une forme de résilience bouleversante.
Je terminerai cette vidéo par ces mots. Je souhaite énormément de courage à Adeline, à Daniel et à toute la famille de Jean-Christophe, et j'espère du fond du cœur qu'ils auront les réponses qu'ils attendent. Je souhaite également énormément de courage à la famille d'Ahmed et j'espère qu'il reposera en paix. Et que cette famille aussi ait les réponses qu'ils attendent. Il ne faut pas que ces 2 disparitions tombent dans l'oubli. Je vous demande s'il vous plaît soit de partager l'avis de recherche de Jean-Christophe, soit de partager cette vidéo. Mais faites en sorte que Jean-Christophe et Ahmed ne tombent pas dans l'oubli. Merci beaucoup. Et je tenais encore à remercier énormément Adeline, la sœur de Jean-Christophe, pour m'avoir accordé sa confiance pour faire la vidéo sur la disparition de son frère. Je la remercie encore énormément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, elle a été très difficile pour moi parce qu'elle m'a beaucoup bouleversée. Et j'espère encore du fond du cœur que ces 2 familles auront un jour des réponses et que Jean-Christophe soit retrouvé. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.